Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Et c'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire en fait, c'est que ok, on a le passé qu'on a. Ok, il a fait des erreurs, moi aussi. Mais si tu penses une seule seconde, une seule petite seconde, une minuscule seconde, que tu es capable de faire quelque chose en plus qui va changer les choses, fais-le. Et cette chose, c'est lui dire « Rejoins-moi au Cambodge ». Et il me rejoint. Et après, c'est la magie des choses. Et c'est en tendant des perches que quelqu'un peut les attraper. Si tu donnes jamais l'opportunité à une personne de s'exprimer ou de prendre une place parce que tu te tais ou de venir à un endroit parce que tu l'invites, tu peux pas râler parce que rien n'arrive. Pour avoir, il faut provoquer. Et pour provoquer, il faut oser. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce que je te disais en début d'interview, c'est ce qui m'a toujours animé. Ok, on a essayé ça, ça n'a pas marché. Moi, je suis inépuisable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, tu peux compter sur moi, je vais te faire chier jusqu'à ton dernier souffle. Pour les bonnes, pour les mauvaises raisons, avec les bonnes ou les mauvaises actions, je crois qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on essaye des choses et qu'on voit si ça marche ou non. Il y en a plein qui n'ont pas marché, pas de problème. Celle-là, elle marche. Et on se retrouve en Cambodge, en train de s'acheter 2 bécanes pour traverser les frontières et partir au Laos, père et fils. Ça, c'est pas extraordinaire déjà? Absolument. C'est extraordinaire et c'est le début de ma propre mission. C'est-à-dire que j'avais déjà cette mission, en fait, de vouloir provoquer quelque chose pour me relier avec mon père, puisque quelle que soit la difficulté, quelle que soit la peine et quelle que soit la violence, la vérité, c'est que tu n'as qu'un papa et que tu n'as qu'une maman. Et que si tu ne fais rien, il y aura un début et il y aura une fin. Et peut-être qu'il y aura juste que ça. Mais si tu as envie qu'il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose entre le début et quelque chose entre la fin. Et donc, de cette mission dans laquelle je croyais pas qu'il faisait que échouer, je commence à prendre confiance. Je commence à me dire, putain, avec mes conneries, peut-être que ça va marcher. Et là, on se retrouve avec nos motos, à traverser les frontières, à rouler comme des fous, à vivre des choses extraordinaires, des paysages extraordinaires, à faire nos premières photos ensemble. Quand tu roulais, tu le voyais dans ton rétroviseur derrière, t'étais heureux? Ah, j'étais heureux. J'étais heureux et c'est ça qui est magnifique, c'est que j'ai entendu énormément de discours sur la chance que t'as. Mais fou. Absolument et totalement fou. J'ai généré ce moment. Combien de temps vous restez ensemble dans ce voyage? On reste 1 mois, tous les deux. Et vous rentrez ensemble? Et non, et je le laisse au Laos. Ah, c'est toi qui rentres? Et je rentre et lui reste. Extraordinaire. 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 Et lui continue à vivre. Il commence à me raconter quand il rentre ses péripéties. Et puis je me dis, oh, d'accord, ok, t'as fait ça. Ouais, j'ai toujours rêvé de vouloir tester ce truc. Je suis allé le faire. Puis je me suis perdu là-haut. J'ai rencontré un mec. Et là, je me suis dit, putain, ça c'est beau. C'est beau parce que la raison pour laquelle on fait tout ça est moche, mais le résultat est magnifique. Et en fait, à force de me battre, et je pense vraiment profondément ça, que à force de te battre pour quelque chose dans la vie, en montrant l'exemple, à un moment donné, tu ne peux pas passer à côté de l'inspiration que ça t'a généré. Et d'une manière ou d'une autre, tu vas devoir t'incliner. Pas devant la personne, mais devant la détermination. La détermination qu'il a jamais rien lâché pour arriver à cet endroit-là bien précis et qui va te montrer par A plus B qu'en fait, c'est bon, ça. Et mon père s'est incliné. Et qu'est-ce qui se passe dans ce voyage? D'abord, je te pose une question. J'ai vu dans la pré-interview que ton père avait 3 souhaits. Le premier, j'essaie de me les rappeler, c'était de ne pas mourir à l'hôpital. Le deuxième, c'était celui de choisir son heure. Et là, j'étais curieux de savoir comment
on peut choisir son heure. Et un autre, c'était faire une fête. C'était faire une fête, je crois que tu voulais dire le célébrer quand il n'était plus là. Et toi, tu as fait ça quand il était en vie. Est-ce que je peux te demander de me raconter ces 3 moments, ces 3 choses? Ça veut dire quoi fêter pour lui? Et ça veut dire quoi avoir fêté avant pour toi? Savoir que dans sa famille, il y a des rituels à respecter. Notamment ce qu'on appelle la veille mortuaire. C'est vrai que mon père était très attaché, encore une fois, à ces rituels un petit peu de famille qu'il y a toujours eu, où en général, moi j'ai assisté au décès de sa mère, à lui, à mon père, et donc le cercueil est ouvert dans un endroit familial et où tout le monde peut venir pour dire une dernière parole, et c'est mon père qui l'avait fait pour sa mère. Donc je me rappelle très bien de ce moment-là. Et je sais que ça compte pour lui, cette chose. Et moi, j'étais la personne qui était un peu loin, mais qui était engagée dans la relation avec mon père. Chacun avait des choses à faire, et surtout, je suis aussi l'aîné de la famille. Et donc, mon père a quand même toujours été très attaché au rôle dans la hiérarchie familiale. Ce qui fait que quand mon père nous a demandé, mon père nous a dit oui, effectivement, j'ai 3 souhaits. Le premier, c'est que je ne veux pas mourir à l'hôpital, seul. Ça, c'est hors de question. Le second, je veux organiser une grande fête. Enfin, le second, c'était à la base, je veux choisir mon heure et choisir quand je vais partir. Et la troisième, c'était je veux que vous organisiez une grande fête après mon départ. Nous, je le répète, malgré l'éducation qui potentiellement sur lesquelles il y a des choses à redire, on n'a jamais discuté. Nous, quand on nous demande quelque chose, on le fait. On exécute, c'est notre patriarche, il n'y a pas de discussion. On ne se demande pas est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on va pas le faire, on se demande comment on va le faire. C'est la seule chose qu'on se demande. Mais comme il y a ce fond où il est aussi ouvert au fait qu'on a des choses à dire, je lui dis, moi je suis OK pour tout, comme mes frères, on est tous OK pour tout, mais par contre, la fête, c'est pas après. La fête, on veut qu'elle se passe avant de ton vivant. Faut dire que ça bouscule un petit peu les mœurs, surtout dans une famille comme la nôtre, mais il accepte. Et donc du coup, c'est une phase qui est assez difficile parce que du coup, ce qui était censé être la dernière phase devient la première phase. Et la première phase, c'est rassembler toutes les personnes toutes les personnes qui lui ont fait du bien et qu'il a envie de voir pour organiser une fête. Et il faut savoir que c'est là aussi qu'on voit... C'est lui qui te donne la liste ou c'est vous qui la faites? C'est lui qui nous donne la liste. Et je trouve que c'est très beau parce que j'ai appris quelque chose d'extraordinaire dans cette recherche. J'ai appris qu'on arrive aussi à voir la valeur d'un homme à travers les gens qui sont là à son décès. Et pas qu'ils vont venir à un endroit où ils n'avaient pas spécialement le choix, parce que moi, j'ai une croyance assez désagréable de me dire que même les gens qui t'aiment, quand ils ont l'opportunité de choisir, ils viennent pas quand même aux événements qui sont importants de ta vie. Par contre, comme par hasard, à un décès et peut-être à un mariage, on vient. Et je trouve que c'est très beau de se rendre compte que il a été capable de déplacer énormément de monde de son vivant. Et des gens qui ont partagé toute sa vie. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire de voir qu'il y a des amitiés qui ont duré depuis 40 ans. Et donc, j'ai trouvé ça très beau de voir que les gens ont répondu à l'appel. Cette fête, elle était très difficile. Pourquoi ? Parce que mon père était très affaibli déjà, pour commencer. Il avait quoi ? Mon père, il avait un cancer du pancréas à stade terminal. Donc c'est un des cancers les plus voraces qu'il existe, et en général, ça dure pas longtemps entre le moment où tu moi, j'ai perdu mon grand-père comme ça. Il a jamais eu de problème de santé. En 3 mois, il est mort. Donc on se retrouve avec cette maladie-là. Il est très affecté, il est très mais il nous dit, écoutez, moi je paye la fête, c'est génial et tout. Et puis à un moment, ça reste quand même un peu lunaire, quoi.
C'est-à-dire que je dois prendre le micro et dire merci à tous d'être là pour dire au revoir à notre père, quoi. Donc c'est un moment qui est suspendu et où en fait les masques tombent aussi. Les gens qui s'aiment pas viennent, les gens qui ne veulent pas dire qu'ils souffrent pleurent, les gens qui sont dans le déni s'expriment et on assiste à quelque chose d'extraordinaire. Et à la fois, c'est terrassant. C'est terrassant parce que quand je prends le micro et qu'il y a 150 personnes, mes filles, notamment la plus petite qui n'a pas exprimé une seule seconde une prise de conscience par rapport au décès de mon père, est inconsolable. Pendant un jour entier, elle ne peut pas s'arrêter de pleurer dans les bras de mon père et tout, et elle comprend que c'est la dernière fois qu'elle va le voir. Et en fait, il y a une prise de conscience générale, et je trouve que, je sais pas en fait, mais j'ai trouvé ça très beau, cet honneur de devoir affronter cette situation, parce que en fait, il faut affronter toute sa vie avec des gens qu'on aime, qui pleurent, qui sont tristes, et à la fois, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Combien de temps avant son décès vous avez fait la fête? Je crois que c'est à peine 15 jours. Parce que ça, on en reparlera après, mais il a fallu que je rentre d'une de mes expéditions pour assister à tout ça, rentrer dans ce processus de tout ce qu'il y avait à gérer et lui dire adieu. Donc c'est allé assez vite. Je suis rentré en mai-juin et il est décédé en juillet. Donc voilà quoi, ça allait assez vite. Mais mission accomplie. En tout cas, une des 3. Comment tu choisis ton heure? Je pense qu'il faut avoir des enfants dévoués. Déjà. On a dû se concerter quand il était lucide. On a dû parler de ça. On a dû signer des documents entre nous qui stipulaient que le moment où il aurait perdu sa lucidité et que nous estimions que c'était le bon moment, nous devrions nous exécuter. J'ai fait un interview sur ça qui était très lourd, évidemment, parce que ça traitait d'un sujet qui est encore d'actualité, qui est l'accompagnement en fin de vie pour une personne qui n'existe pas en France, qui allait être votée et qui n'a jamais été fait. Ce qui fait que ce dont on est en train de parler est illégal. Et que je suis répréhensible d'aller en détention pour avoir accompagné mon père sur ses dernières volontés. Et évidemment, il y a des choses que je pourrais pas raconter. Mais ce qui comptait plus que tout, c'était de respecter la volonté de notre paternel, qui était le patriarche de cette famille. Quoi que ça nous en coûte. Je crois que tout homme devrait décider de sa mort s'il en fait le choix et s'il en a envie. Et je crois pas que quelqu'un puisse intervenir là-dedans pour lui dire ce qui serait mieux ou moins bien de faire. Et comme la question s'est pas posée dans notre fratrie, mais on s'est exécuté. Et ça a été assez rocambolesque parce que mon père ne pouvait plus rien ingurgiter du fait de sa maladie. Il était sous traitement. Il y avait beaucoup de traitements de drogues très fortes, des opioïdes pour contrôler sa souffrance. Donc c'était très dur. Et à la fois, c'est un moment qui reste, je pense, gravé, qui restera gravé dans notre vie parce que qui on est pour prendre la décision. Je ferme le sujet, je retourne pas sur le voyage en bateau. On va sur une autre fréquence, si tu es d'accord. On va sur les expéditions. Tu m'as un peu raconté comment ça a commencé. Tu faisais 2 vies parallèles. Tu étais encore un entrepreneur. À un certain moment, tu te sens un peu en prison. Donc, tu as même raconté, je crois, dans la pré-interview, que quand tu avais tes filles, tu partais pendant 8 mois par an. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Et tu les appelais et tu avais un peu du mal à te connecter à elles parce que leur papa leur manquait, simplement. Bien sûr.
Raconte-moi les expéditions, c'est-à-dire à un certain moment, qu'est-ce qui te donne la force d'arrêter de faire l'entrepreneur, de faire seulement ça? Comment on fait à vivre de ça? Alors on va revenir en Asie, puisque dans mon voyage en Asie, avant de faire venir mon père au Cambodge, j'ai traversé d'autres pays comme la Thaïlande, le Vietnam et plein d'autres endroits. Et durant cette traversée, j'ai remonté une partie du Mekong à la rame, sur une pirogue. Tout seul? Tout seul, ouais. Tu faisais toujours tous ces voyages tout seul? Beaucoup. D'accord. C'était mon exutoire. C'était le moment où je pouvais m'exprimer. C'était le moment où je pouvais me retrouver dans la merde sans que personne me juge. C'était le moment où je pouvais faire ce que je voulais pour survivre avec mes compétences et ça me plaisait en fait. D'accord. Et quand je croise le chemin de quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais absolument t'inscrire à une émission de survie. J'ai reçu le casting. Tu vas voir, c'est ça, ça, ça. Bon, bah là, la mission, elle est un peu particulière parce qu'il faut être tout nu. Il faut revenir un peu aux origines et En France? Ouais, il faut se confronter à la nature. Moi, j'en avais strictement rien à foutre de faire une émission de survie, encore moins à poil. Donc, je comprends vraiment pas le concept. Sauf qu'il donne mon contact à la production et que mon voyage s'ensuit, je continue, je rentre, machin. Et puis la production m'appelle. Puis c'est vrai que je suis intrigué. Je dois avouer que je suis intrigué. Je finis par aller à Paris pour découvrir le directeur de casting. Puis on me parle quand même d'une émission de survie puriste, dure, dangereuse. Et là, ça commence à me parler. J'oublie un peu le côté à poil où il faut être nu dans la nature et je me dis bon mais pourquoi pas. À cette époque-là, j'ai aucune notion de ce qu'est un programme télévisé, de ce qu'est la télé-réalité. Je suis quelqu'un qui est arrivé extrêmement tard sur les réseaux sociaux et je suis pas spécialement à l'aise avec ça encore aujourd'hui. J'ai compris que ça faisait partie d'un ensemble, mais c'est pas là où je me sens bien. Ce qui fait que j'y vais sans vraiment savoir où je mets les pieds. Et puis je me retrouve en Afrique du Sud à faire une émission de survie où il faut survivre, il faut tenir 21 jours seul avec un seul objet de ton choix et un partenaire. Il s'avère que moi, ma partenaire en l'occurrence, a tenu 3 jours et que du coup je passe 17 jours seul en pleine survie. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Je me révèle, je comprends qu'en fait, le show télévisé, il faut faire des choses et tout. Donc, je fais le show, je fais des super audiences, ça cartonne. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est quelque chose que les gens ont pas bien compris au départ. Mais je me rends compte que s'il y a quelqu'un qui a un antipoison pour me sauver la vie, je peux prendre encore plus de risques. Je peux pousser le curseur encore un petit peu plus loin. Et ça m'intéresse. Et c'est comme ça que naît l'idée de monter une team, d'avoir des gens qui m'accompagnent, des coachs, des gens qui font la météo, et de créer un univers autour de toi qui va te permettre de pousser le curseur du risque encore un petit peu plus loin, que si tu avais été tout seul, c'est comme si tu fais de l'escalade sans corde. T'as pas droit à l'erreur. Alors que là, si tu sais que tu vas faire une paroi de 150 mètres, mais que t'as quelqu'un qui tient au bout de la corde, qu'est-ce que t'as à perdre? Pas grand-chose. Et là, je me dis, extraordinaire. Je vais pouvoir pousser l'extrême encore plus loin. Et c'est comme ça que naît l'expédition. Que naît l'envie, en tout cas, de rentrer en France en me disant, j'arrête tout, puisque de toute manière, ça ne m'intéresse pas. Ça va être ma vie. Et je vais repartir de zéro et je vais en faire quelque chose. Et tu commences à avoir de la popularité. Donc, t'as écouté ton instinct, t'as compris que tu voulais faire cette vie-là, mais t'as commencé à avoir de la popularité. Je te le demande parce que pour te financer, oui. Vu que tu fais plus l'entrepreneur et t'as pas mis de l'argent de côté, je retourne toujours à la vie pratique, non? Comment tu peux te permettre de te financer tes prochains projets, tes expéditions? Ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est tout le modèle d'une expédition. Le modèle d'une expédition, il passe par plusieurs étapes, notamment la première qui est la dotation produit. Il faut savoir que pour se payer du matériel... Comment tu vas t'équiper? Voilà, exactement. Se payer du matériel très spécifique pour l'endroit où tu veux aller, ça coûte de l'argent. À cette époque-là, c'est un peu le début de l'influence, de la dotation de produit. On est dans quelle année plus ou moins? C'était j'avais commencé il y a presque 10 ans, tu vois, à faire tout ça. 2014. Voilà, donc là c'est un peu le même schéma et l'idée c'était de se faire donner du matériel contre des services que tu vas proposer à une marque, de la création de contenu ou autre. Après tu peux avoir le même processus où en fait tu reçois aussi de l'argent ou alors que de l'argent et à ce moment-là tu as aussi des contreparties à fournir et ainsi de suite. Donc ça c'est les deux bases de... Et passer par toutes les étapes. Ah ouais.
Ah ouais. Au début, quand je voyageais. Au début, tu t'achetais tes trucs, tu finançais. Après, ils ont commencé à t'offrir Et après, tu fais ce qu'on produits. appelle des projets participatifs. En gros, on va se le dire cruellement, mais tu montes des espèces de cagnottes en ligne où la plupart du temps, c'est ta famille qui participe, mais c'est ouvert au public en fonction du projet. Les gens peuvent donner de l'argent parce qu'ils trouvent cool ton projet ou qu'il y a un but qui les intéresse, ils veulent participer à ça. Donc ça existe, des projets comme ça aussi. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé en bas de l'échelle. Ça s'appelle cagnotte en ligne. Ça veut dire que tout le monde peut... C'est projet participatif. D'accord. Un projet participatif. Chacun peut donner ce qu'il veut. Ouais, exactement. Et toi, en échange, qu'est-ce que tu lui donnes? Je donne des retours d'expérience. Au début, t'as pas grand-chose à offrir parce que t'es pas très connu, parce que t'es pas ni dans la fame, t'as pas accompli grand-chose. Donc, les choses que tu peux promettre, c'est par exemple, je vous offre une photo du voyage. D'accord. Et en fait, les contreparties sont en fonction de toi. La vraie contrepartie, c'est le fait de le faire. Ouais, il faut faire quelque chose. Et à chose. chacun, t'essaies de laisser quelque chose de l'ADN de ton expérience. Exactement. D'accord. Ça débute comme ça. Ça débute. Et combien tu lèves la première fois? C'est dérisoire, mais c'est quelques milliers d'euros, à peine. Et ça suffit pour financer la première expédition ou pas? Alors ça suffit jamais parce que tu peux pas te payer tout le matériel dont tu as besoin, mais ça me suffit de partir. Et après, c'est toujours comme tout. Quand t'as pas grand-chose, tu te débrouilles, tu prends des risques. Et il y a des choses que tu devrais pas faire, mais tu vas quand même réussir à faire parce que il faut le faire. Et puis après, quand tu as plus d'argent, tu fais exactement la même chose, mais tu rentres un peu dans les clous. T'as les autorisations, t'as demandé à pouvoir faire voler un drone, tu t'es payé un téléphone satellite que tu peux pas te faire payer au départ, et ainsi de suite. Et en fait, plus tu augmentes dans ton processus de popularité, mais aussi de financement et de financier, tout évolue. Donc tu reçois plus de carton, la dotation en fait c'est acquis de droit, ça veut dire qu'on te l'envoie, c'est normal, la marque avec laquelle tu vas travailler, elle t'envoie des produits pour que tu les mettes en avant, elle te donne de l'argent, et ensuite tu vas écrire des livres, créer des films, fournir de la création de contenu dirigé avec la marque pour la marque. Il faut comprendre que dans une époque où avant on avait besoin de prendre une gourde pour la mettre en avant, on payait une équipe de production comme ici avec des gens qui sont derrière la caméra, qui vont prendre des acteurs pour mettre la gourde en avant, peut-être dans un endroit qui est assez loin pour être en adéquation avec ce que tu veux faire passer comme message et véhiculer dans la communication, ce qui fait qu'avant une publicité coûtait très cher. Et aujourd'hui, il y a 10 ans, on a compris qu'en fait, en utilisant les gens qui voyageaient déjà et qui étaient peut-être pas mauvais en création de contenu, on avait beaucoup moins d'investissement financier. On avait juste à doter un petit peu de produits la personne qui devait nous renvoyer des photos, et sur un malentendu, c'était du good job. Et tout le monde était gagnant, c'était win-win. Et surtout, on est rentré dans un ère où on a eu besoin de raconter des histoires. C'est-à-dire que l'ère où on était le plus beau, on était le plus fort et tout, ça avait un temps. Raconter des histoires, ça veut dire mentir ou ça veut dire faire du storytelling? Non, bien être un storyteller ou alors juste un raconteur d'histoires, dans le sens où tu peux juste bien raconter sans storyteller, mais tu peux juste ramener l'histoire de ton voyage. Qu'est-ce que c'était? C'était un récit d'aventure, j'en ai fait un livre, ou alors je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'en ai fait des petites capsules vidéo, je les ai proposées à la marque, et alors là, le champ des possibles est infini. D'accord. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle créateur de contenu. Créateur de contenu, quand j'ai commencé, c'était un peu tout et rien, c'est-à-dire que dans cette effervescence du marché, on était capable de donner énormément d'argent à des gens qui savaient juste créer du contenu, qui aujourd'hui, plus personne te paiera pour le travail que tu as fait, puisque des créateurs de contenu, il y en a des centaines de milliers et des très talentueux. D'accord. Et donc, ce qui change, c'est l'exploit que tu vas faire. Est-ce que finalement tu es un bon storyteller? Quels sont les supports sur lesquels tu vas réussir à communiquer? Quels sont les produits que tu vas réussir à faire vendre à une marque? Quels produits dérivés toi-même tu vas réussir à vendre si tu as envie de créer du merch, par exemple? Est-ce que tu es capable de faire des conférences devant 200 personnes pour raconter un récit d'aventure inspirationnel, motivant, ou être dans un côté un petit peu plus donneur de leçons, parce que en fait tu vas avoir un petit base camp où tu vas prendre 10 personnes en entreprise et tu vas leur faire vivre une expérience. Donc tout ça, c'est très large. C'est beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Et quand je débute les expéditions, je fais des choses qui sont abordables au départ, qui sont pas très loin de chez moi. Je traverse un désert qui s'appelle le désert des Bardenas, qui est un tout petit désert qui est très abordable, mais qui me paraissait à l'époque quelque chose de fou.
Et je décide de le traverser pieds nus. Donc je me dis, waouh, ça va être un super truc, personne l'a encore fait et tout. Puis en fait, bon, il s'avère que c'est un désert qui est très beau, mais qui est pas spécialement difficile et qui est très abordable. Mais j'arrive à bien le raconter. J'en fais des belles vidéos. À l'époque, j'ai des amis qui commencent à se lancer dans la vidéo. Ça, c'était l'extrême show. Moi, ma faculté, il faut bien comprendre mon métier. Mon métier, c'est relever des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées du monde et la plupart du temps en solitaire. Et ce job, il est avec plein de déclinaisons. Ça veut dire que tu peux être extrêmement fort pour survivre dans un milieu polaire, mais c'est ta spécialisation. Ou alors tu es un excellent marin. Ou alors tu es un excellent alpiniste. Moi, je suis bon nulle part. Je suis moyen partout. Et ce qui fait que j'arrive à survivre dans tous les endroits. Et que je me positionne aujourd'hui comme l'unique aventurier en France à faire... Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Avec d'autres casquettes, hein, la casquette de l'entrepreneuriat et la casquette aussi de parent, puisque c'est quand même... L'entrepreneuriat de toi-même, dans ces cas-là. L'entrepreneuriat de moi-même. De comment on va réussir à créer un modèle économique qui, à cette époque-là, est inexistant. Donc, comment on fait pour gagner de l'argent ? Ça, c'est intéressant de comprendre comment on fait pour gagner de l'argent. Donc là, il y a toute une créativité qui se met en place, mon côté entrepreneur, mais aussi mon côté débrouillardise, et où je me dis, pour gagner de l'argent, il faut vendre des services. Pour vendre des services, il faut ou faire de la photo, ou faire des films, ou faire des livres, ou faire des conférences. Et là, je commence à essayer plein de choses et tout. Donc, tu as commencé à expérimenter plein de domaines, plein de façons Exactement. De pouvoir monétiser Exactement. ce que tu faisais. Exactement. Le YouTube, l'Instagram qui est arrivé après, comment on pouvait... Donc là, je commence à comprendre le placement de produits, comment on utilise les produits, comment on peut créer du contenu pour soi, qu'on peut mettre en avant sur ses propres réseaux. Et en fait, on peut aussi en céder à la marque avec des cessions de droits. Et j'apprends le métier de tout en bas, mais vraiment de tout en bas, et je n'y connais rien. Et les 3 premières années, qu'on se le dise, j'ai pas gagné d'argent. J'en ai perdu à chaque fois que j'ai dû travailler. Mon frère me faisait travailler parce qu'il avait monté son entreprise dans le bâtiment. Et donc, je travaillais pour lui. Et avec cet argent-là, je finançais une partie de mes expéditions en plus de l'argent que je trouvais des partenaires. Tu travaillais personnellement. Ouais. Et ça te gênait, le fait de travailler pour ton frère ? Alors, travailler pour mon frère, non. Ça m'a jamais gêné parce que mon frère a été toujours très charitable et on a eu plein d'expériences de vie. Ton frère Simon. Simon, dans le business, qui se sont mal passées et tout. Il a toujours eu la classe de me prendre à chaque fois que j'en avais besoin. D'accord. Sans broncher parce que c'était la famille et que c'était comme ça, que c'était non négociable. Et il l'a fait, il m'a toujours payé rubis sur ongle, gracieusement, pour tous les efforts que je faisais. J'ai toujours été quelqu'un de qualifié dans ce domaine-là, donc forcément. Ouais, mais il s'est toujours comporté comme un frère. Exactement. Comme un frère, plus comme un frère que comme un chef d'entreprise. Mais je lui rendais, même si je lui rendais à ma juste valeur, puisque j'étais quand même très compétent dans ce domaine-là. Mais il a eu cette décence et cette classe de le faire dans les moments où j'avais besoin, et ça m'a aidé à me lancer. Et c'est comme ça que l'expédition d'après, je me suis dit, bon, il faut que je marque le coup, il faut vraiment que je fasse quelque chose où je bats un record du monde pour être plus connu. Parce que si tu veux, cet univers, c'était à l'époque la gloire un petit peu au titre, ou comment on fait pour être connu, forcément... Faire les choses que les autres ne font pas. Exactement. Donc disons que quand toi tu fais une expédition, et tu penses à l'étape suivante, c'est-à-dire la prochaine expédition, ça veut dire qu'elle doit être plus dangereuse, plus risquée, plus médiatique. Oui, en fait, à cette époque-là, c'était un peu la course au plus. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quel record je vais battre ? Comment je vais être waouh, en fait. D'accord. Et c'est quoi l'expédition qui fait ce switch, qui te fait rentrer exactement dans ce domaine où tu voulais arriver ? Il y a une expédition qui fait un peu la différence. C'est une expédition où encore j'ai peu de moyens, mais j'arrive à en trouver une partie avec les sponsors, avec le matériel qui m'est donné, avec des gens qui m'accompagnent. Comme je te l'ai dit au départ, je suis quand même un très bon commercial. C'est-à-dire que dans cet univers-là, je ne suis personne. Rien du tout. Je n'ai aucune valeur à aucun niveau. Et pourtant, déjà, j'arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Parce que j'ai un bon bagou. Et donc, j'arrive à me faire payer de l'argent, des billets d'avion, mais il y a toujours un fonds de famille qui m'aide. On est toujours en train de bricoler quand même. Mais je me dis, si je veux faire un truc assez fou dans lequel on va me reconnaître, il faut que je fasse un record du monde. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais traverser à l'époque, c'était le second plus grand glacier d'Europe, qui était le Vatnajökull en Islande. Sauf que moi... Mais t'avais de l'expérience ? Je suis pas alpiniste, moi.
Ok, ouais, j'allais te le demander. Je suis pas du tout alpiniste. Et à chaque fois que les gens me donnent de la dotation produit, les gens me disent on le fait parce qu'on a pitié, et parce qu'on a de la peine et parce que de toute manière, à 95%, il va mourir. Et ce qui est génial, c'est que ce qu'ils savent pas, eux, c'est que ça vient rajouter la toute petite goutte d'eau sur 25 ans tu seras capable de rien. Donc c'est de l'essence pour toi. C'est du jus, quoi. Les gens, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils me foutent le jus que j'ai besoin pour faire fermer des gueules et réussir à accomplir quelque chose d'incroyable. Et je pars, effectivement, je ne connais pas l'alpinisme et je le dis avec beaucoup d'humilité aujourd'hui et voilà, ne faites pas ce que je fais, ça c'est très important et je pense qu'il faut que les gens qui vont nous regarder prennent conscience que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie et qu'à la fois, c'est ma faculté à devoir survivre pendant toute mon existence qui m'a permis de combiner deux choses qui m'ont fait réussir ces expéditions, mais que clairement, des gens qui meurent, il y en a tous les jours, on n'entend pas parler. Donc, c'est à prendre et à remettre dans une case où, voilà, j'incite pas les gens à faire ça. Et je suis parti sans expérience, en regardant des tutos sur YouTube, en train de me dire, de toute manière, qu'est-ce qui peut m'arrêter après la vie que j'ai eue ? J'avais déjà l'impression d'avoir 40 ans, d'avoir tout vécu, que ce soit les arrêts cardiaques, la détention, la violence. Enfin, je veux dire, je suis dans une nouvelle forme de violence au service de l'exploration, au service du sport, de l'extrême, de l'adrénaline, mais je vois pas quelque chose qui peut me faire peur. Et je pars comme ça. Et mon projet, il était scindé en deux parties. Le premier, c'était qu'il fallait partir de la capitale, Reykjavik. Tu fais tout seul? Ouais, je filme tout seul avec ma GoPro et je fais venir quelqu'un qui veut faire un reportage sur les glaciers et tout. Et on arrive à combiner un truc d'un gars qui vient à un moment donné sur le glacier au tout départ. Vous voyez là-bas et après stop. C'est terminé. D'accord. Et donc du coup, je pars de la capitale pour arriver à ce glacier. C'était la première partie de l'expédition qui était un petit peu écologique parce que je voulais parler aussi... Je suis très engagé dans les changements climatiques et je pense que c'est important que nous, ma génération, en fait, on passe après une génération de personnes qui n'ont rien eu à foutre. Comment on va réussir à faire passer le bon message? À cette époque-là, c'est très important aussi. Donc, l'Islande, c'est un pays qui est réputé pour être super beau, où tout est clean. Et en fait, dès que tu sors des sentiers un petit peu touristiques, tu te rends compte qu'ils sont quand même très impactés, qu'ils sont passés de 200 000 visiteurs par an à 2 millions de visiteurs par an, qui font descendre les bus de touristes devant les fontaines, devant les cascades, devant les machins et tout, et qu'en fait, c'est un gros tour opérateur. Mais je veux pas dénoncer, en fait. Je veux pas dire « Ah, regardez, vous aussi, vous êtes comme ça ». Je veux dire « Faites attention ». Et moi, j'ai ramassé pendant toute la première partie tous les déchets sur ma route, des pneus, tout, pour les jeter à l'arrivée. Donc, je me suis mis une mission qui était déjà quasiment irréalisable, mais c'est comme mon premier voyage, j'avais aucune notion de l'exploration. Et finalement, je me retrouve sur ce glacier et je demande à quelqu'un quand on me dépose sur le glacier et tout le monde me dit « Mais personne te déposera sur le glacier, mon gars. T'es complètement fou. Personne va te monter et prendre la responsabilité de savoir que tu vas mourir là-haut et que c'est nous qui t'avons monté en 4x4 et que tu vas mourir, quoi. » Et moi, je me dis, c'est pas grave, je vais y aller quand même, de toute manière. Ça changera absolument rien. Donc, c'est où il y a quelqu'un qui m'emmène et je gagne du temps, ou je perds du temps, mais quoi qu'il arrive, j'irai tout seul. Quelqu'un décide de monter sur le glacier, et là commence la deuxième partie de l'expédition, d'un record qui était détenu par un Italien. Et donc, je me retrouve à 500-600 mètres à faire mes premiers camps, et à là, me retrouver dans mes premières confrontations avec le choix du matériel, le monde de l'aventure, qui est un monde que je connais bien dans la survie, parce que c'est là où j'excelle, mais je connais moins dans le monde polaire. Et donc, je fais mes premières erreurs. Et en fait, ce qui fait que ça marche et que j'arrive à atteindre ce top pour démarrer cette expédition, c'est que je suis déterminé. Et débute cette deuxième partie d'aventure où il faut breaker le record. En Islande, il y a un dicton qui dit « Si tu n'aimes pas la météo, tu n'as juste à attendre qu'1 minute et ça va changer ». Ce qui veut tout dire. Ce qui fait qu'en haut, tu peux atteindre des vents à plus de 150 km. Et il y avait une personne qui s'appelle, il me semble, Alexandre Bellini, qui est un aventurier italien, qui avait déjà traversé ce glacier. Je lui avais demandé des conseils. Il avait été super gentil. Il m'en avait donné en anglais, tout ça. Et il m'avait dit, tu vas voir, là-haut, il faut quand même être préparé. Il y a des vents à 150 km. Ça t'arrache tout sur son passage. Il y a rien. Tu peux plus te protéger. C'est du blanc à perte de vue avec des crevasses qui s'engouffrent dans les entrailles du monde. Ok. Pas impressionné spécialement. Et donc, je commence à traverser. Et puis là, il m'arrive évidemment 1 million de problématiques auxquelles je dois faire face.
Je perds un réchaud. Un réchaud, c'est là où on met de l'eau. Il faut comprendre que dans un milieu polaire, en fait, quand tu poses ton camp, c'est le seul moment où tu vas pouvoir te réchauffer, te nourrir et dormir. Le reste du temps, tu es en action. Et tu peux pas t'arrêter parce qu'il fait trop froid. Si tu t'arrêtes, tu peux mourir d'une hypothermie assez rapidement. À cette époque-là, c'était pas un des endroits les plus froids que j'ai fait. Il faisait -20, -25, tu vois, mais c'était pas si extrême que ça. Néanmoins, tu peux avoir des engelures, tu peux mourir assez rapidement dans des situations qui sont aussi extrêmes. Ce qui fait que quand tu es dans ta tente, pour bien comprendre comment ça se passe une journée polaire, puisque ça va aussi régir tout le reste de ce que je vais t'expliquer, une journée polaire, en fait, c'est une journée qui dure environ 18 heures. Quand tu arrives le soir, tu poses ton camp, il faut aller assez vite quand tu poses ton camp pour rentrer et te mettre au chaud puisque tu n'es plus en action. D'accord ? Donc le choc des températures va considérablement refroidir ton système et potentiellement te faire entrer en état de choc qui va être une hypothermie. L'hypothermie, ça arrive assez rapidement et quand il y est, après, tu peux vite mourir de froid. Quand tu es dans ta tente, il faut que tu puisses manger. C'est le moment où tu manges une grande partie de ton apport calorique. À savoir qu'en expédition polaire, entre guillemets, pas sur celle-là, mais en règle générale, tu vas cramer entre 6000 et 9000 calories par jour. Ce qui est quand même énorme. En moyenne, on peut consommer entre, 1500, 1700 et 3000 calories par jour en fonction du fait que tu es sportif, homme, femme. Donc, il faut imaginer 6000, 9000 calories par jour, ce qui est énorme. Donc il y a plein de façons de le manger. Il faut manger des trucs très caloriques avec de l'huile. Il faut bouffer du chocolat. Enfin tout ce que tu te refuses la plupart du temps dans l'année, il faut y aller à ce moment-là. Et tu te fais donc l'eau, la seule eau que tu vas boire, c'est l'eau que tu vas faire fondre, qui est issue de la neige. À savoir que tu consommes beaucoup d'eau dans une expédition, dans un effort sportif. Tu vas consommer 2, 3, 4, 5 litres et 10 si tu te retrouves dans une expédition dans le chaud. Où il fait plus de 50 degrés. Donc l'hydratation, c'est quand même la clé de plein de problématiques, des courbatures, du fait que tu peux mourir ou pas dans certaines conditions. Donc c'est très important. Ensuite, tu regardes tous tes petits bobos, tu regardes si t'as pas des engelures, tu regardes si t'as pas des problématiques qui sont liées au froid que t'as pas vu, surtout pour moi, hein, évidemment avec l'analgésie congénitale. Sur un malentendu, il te manque un orteil, tu le sens pas, c'est un problème. Et en fait, tu es dans cette dimension où tout est millimétré. Et là, on retrouve une fibre un petit peu militaire que j'aime, où il n'y a pas le droit à l'erreur. Alors, sur le Vatnajökull, la seule grosse erreur que je pouvais faire, c'était tomber dans une crevasse. D'accord ? Mais je pense pas que j'aurais pu mourir de froid, mais j'aurais pu avoir des engelures. Beaucoup sont rentrés avec des engelures et ont dû arrêter leur expédition parce que, pour bien comprendre la plus grosse dangerosité d'une expédition polaire, c'est la vitesse du vent croisée avec la température réelle. S'il fait -20, mais qu'il fait 50 km/h de vent, cette combinaison va te donner -40 degrés ressenti. S'il fait déjà -25 et qu'il y a 70 km/h de vent, la température baisse, et ainsi de suite. Donc le Vatnajökull, réputé pour avoir 150 km/h de vent dans certaines situations, est un vent froid et sec, qui rentre dans tout ton corps et qui peut très rapidement te congeler les parties des extrémités de ton corps. Donc ça, c'est une problématique à laquelle tu peux faire face assez rapidement. Moi, je débute. Donc j'essaye d'esquiver les crevasses. On met ce qu'on appelle des ancres. Tu mets une ancre d'un côté que tu enfouis dans la neige. Tu passes de l'autre côté sans ton matériel, un pont de neige, ou potentiellement dessous, il y a un vide de 50 mètres. Et à savoir que c'est une mort qui est atroce, puisque si ton corps tombe dans une crevasse, qui est une fissure dans la glace, le corps se coince à un moment donné et le corps, avec la chaleur, va faire fondre les parois et tu vas t'enfoncer tout doucement un petit peu plus dans les entrailles du glacier. Et qui te mènera à une hypothermie certaine et une mort de froid. Et donc, du coup, c'est un des plus gros dangers. Donc je mets des ancres, je passe, j'arrive à passer et en fait je me retrouve à réussir à progresser, à sortir de la zone de crevasse, à progresser tous les jours, mais je fais des erreurs, je perds un câble pour recharger mes GPS qui ne marchent plus parce qu'il fait tellement froid que le liquide à l'intérieur est gelé, et donc je découvre en fait sur le terrain toutes les problématiques auxquelles je n'aurais pas dû être confronté parce que j'aurais dû connaître cette technique-là. Chose que je n'ai pas parce que je me fais sur le tas. Et arrivé pratiquement aux 3/4 de l'expédition, une tempête arrive,
Et effectivement, il y a 150 km/h devant. Donc, j'apprends, encore une fois, à mes dépens, que je ne connais pas assez les techniques de survie en milieu polaire. Et donc, je me retrouve à avoir mis toutes mes affaires dans la tente et ce qu'on appelle des poulkas, qui sont des espèces de luges dans lesquelles tu mets ton matériel toute la journée parce que tu progresses en train de marcher à ski avec tes 2 luges remplies de ton matériel et tu avances avec tes skis toute la journée. 12 heures, 10 heures. Avec des skis. Avec tes skis. Parce que sinon, en fait, tu t'enfonces dans la neige si le poids n'est pas bien réparti et la progression est impossible. Donc, tu répartis ton poids sur des skis et tu progresses à ce qu'on appelle en ski de randonnée ou en ski nordique. Tu avances, tu tires ton matos et puis tu fais ça tous les jours, tu répètes le même schéma, tu bâtis ton camp, tu te protèges. Et ce soir-là, il y avait une tempête, donc j'essaie de mettre à l'abri, je fais un mur de neige et je laisse mes poulkas dehors, je les accroche avec ce qu'on appelle une broche à glace. C'est une espèce de vis immense qui va dans la glace. Et j'accroche les poulkas, j'en avais 2, j'accroche les poulkas dehors. Et puis la tempête arrive, et puis c'est un enfer considérable. J'ai les arceaux de tente qui pètent, qui commencent à déchirer la toile. Et je passe toute la nuit à essayer de tenir avec mes bras, mes jambes, les arceaux de la tente, et essuyer les 150 km/h devant. J'arrive au petit matin, après avoir réparé des arceaux qui ont pété, enfin un enfer quoi. Et je sors de la tente en mode... c'est bon, c'est passé. Et là, j'ouvre la tente, plus de poulkas. Et la tempête avait arraché la broche à glace et avait emporté mes 2 poulkas. T'avais plus rien à bouffer, rien. J'avais mis une grande partie dans la tente, mais surtout, j'avais plus rien pour tirer tout mon matériel, ce qui est quasiment impossible. Et donc, j'apprends encore une fois. Et je vois sur la carte que on m'avait indiqué un poste de scientifique un peu plus haut. Et donc, pour la faire courte, je remonte à ce poste de scientifique. Je trouve une espèce de brancard. Je mets mon matériel et je termine mon expédition comme ça. Et je bats le record du monde. Et à partir de là, des bouches se ferment. T'as réussi à tout filmer avec ta GoPro ? Une grande partie. Et tu vas publier ça où la première fois ? Donc je publie sur Instagram des short formats, je mets la vidéo sur mon YouTube et voilà, et j'essaye de faire un truc assez basique au démarrage. Et ça voyage, ça passe, ça arrive aux gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, au départ, j'ai cette insouciance. Moi, je suis très fan. J'étais très fan à cette époque-là d'un rappeur qui s'appelle Booba. Ouais, je connais. Et en fait, j'avais fait floquer un t-shirt et je me retrouve sur le plus haut, la plus haute altitude du Vatnajökull. Avec son t-shirt. Avec le t-shirt que j'ai fait floquer où il y a marqué. Il y a marqué un truc sur les gars de quartier que j'ai été en fait, qui fait résonance à ma vie quand les gars de quartier arrivent au sommet, des trucs comme ça et tout. Même si le sommet est éclaté, hein. Il est nul. Il y a 1200 mètres quoi. Mais je veux dire, un alpiniste rigolerait de ça. Mais pour moi, c'est ma réussite à cette époque-là. Pour moi, c'est là où je m'accomplis. Et je fais ça. Et il repartage la vidéo. Et il a 5 millions d'abonnés. Et là, tout commence. Ça s'enflamme un peu. Ça s'enflamme après la fame un petit peu de l'émission, après si. Je me rends compte qu'il y a une vraie appétence sur ce truc et je rencontre plein de gens et tout. La vidéo fait des centaines de milliers de vues et puis ça passe et puis voilà. Et puis il la repartage carrément, il en fait un post. À l'époque, on pouvait reprendre sur Instagram les posts des gens pour en refaire des posts sur nous-mêmes. Et donc ça part comme ça et en fait, je commence à me rendre compte qu'il y a un écosystème de médias, qu'il y a un écosystème et puis les gens, on va faire un interview et donc c'est mes premières interviews. Ben tu vas aller dans ça, ouais c'est super, vas-y fais ci fais ça. Puis alors moi avec insouciance je fais plein de choses et tout. Et puis ça m'ouvre des portes. Puis je me dis c'est un univers finalement que je maîtrise. Personne ne t'aide, tu te débrouilles tout seul, t'as pas un manager. Ah ouais. Alors là même encore aujourd'hui. Hein. Tu fais tout seul. Une grande partie. Une grande partie.
Je fais beaucoup de choses seul, je délègue maintenant parce que j'ai des chefs d'expédition, j'ai un manager qui va m'aider sur des choses et tout, mais c'est très difficile pour moi de déléguer parce que j'en parlais avant, je disais que j'étais en pleine recherche actuelle sur des gens qui peuvent m'aider, m'accompagner sur ça. Pourquoi ? Parce que j'arrive à un point où je me ferme des portes dans le business sur certaines périodes. Moi, je marche par cycle. Moi, j'ai décidé dès le départ de me faire connaître sur les réseaux sociaux, mais très rapidement de m'effacer parce que c'est pas là où je me sens le mieux. Et en fait, je marche par cycle. C'est-à-dire que j'ai un temps fort, je suis très présent, je fais de la presse, tout ce que tu veux et tout, mais après, je veux pas être dépendant de cette chose-là. Quand t'as fini, tu t'éteins. Je m'efface. Tu t'effaces. Je m'efface et je disparais, et les gens n'entendent plus parler de moi jusqu'à que je sois dans un film à l'affiche au cinéma. Mais un film sur ton expédition ou tu fais partie d'un film qui a rien à voir avec ton expédition? En général, c'est souvent tourné sur les expéditions. Ça peut être un livre, ça peut être une émission de télé, ça peut être n'importe quoi. Donc, tu as toujours des moments qui vont allumer ce que tu fais. Oui, tout le temps. Tout le temps, mais je travaille dans l'ombre. Et c'est ma méthode. Et moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être très rare parce que j'ai envie d'être très cher et à la fois, j'ai pas envie de tomber dans l'esclavagisme de mon propre travail. Tout ce que j'ai déjà expérimenté. Être enfermé encore dans un rôle où tu dois créer du contenu coûte que coûte pour progresser, jamais t'arrêter et tout ça je veux pas. Je préfère gagner moins d'argent. Parce que c'est toxique. Parce que pour moi c'est toxique. Et que c'est pas le vrai monde. Je vis pas dans ce monde-là. Évidemment, ça fait partie d'un écosystème, mais moi mon monde, c'est mes enfants, c'est ma fiancée, c'est aller au bord de la plage, surfer et profiter de la vie. Le reste, je m'en branle. Et en fait, évidemment que c'est du business. Et qu'il faut gagner de l'argent pour tout ça. Mais ça a jamais été ma motivation, l'argent. Jamais. Ma motivation, c'est le défi. Ça n'a rien à voir. Une fois que j'ai accompli un défi, qui m'ait rapporté de l'argent ou pas, j'ai réussi ce défi, je peux passer à autre chose. Et avec le temps, j'essaye d'accroître le panel d'expériences, parce qu'on a des opportunités, on peut écrire des bouquins, c'est arrivé plus tard, on peut faire des conférences, c'est génial et tout. Mais moi, je suis ni conférencier, ni écrivain, mon métier, c'est survivre. Et donc, j'essaye de jamais perdre cet ADN. Et ce qui est très difficile dans l'accompagnement, puisqu'on fait une petite parenthèse sur ça, mais dans l'accompagnement, c'est de trouver quelqu'un qui te correspond. Parce que les réseaux sociaux, c'est une relation fusionnelle. Si tu t'entends pas bien avec la personne, avec les réseaux sociaux, et que tu donnes une mauvaise image et tout, ça marchera pas. Moi, je veux que ce qu'on donne de moi, en fait, ce soit le bon travail. Et pas qu'on essaye de faire des views pour potentiellement me faire gagner un contrat parce qu'il faut que je montre une canette à l'écran pour gagner 20 000 euros. Ça me motive absolument pas. Et donc, du coup, tout ça, dans mes expéditions, se ressent dès le départ. J'essaye d'avoir une certaine signature, de pas vendre mon âme, de pas faire l'influenceur, je refuse des contrats très alléchants pour ne pas me prostituer. Ouais, pour ne pas être esclave d'une chose que tu sens pas. Exactement. Et j'essaye de bâtir en fait toutes mes expéditions comme ça. Et puis les expéditions passent, et puis je commence à traverser des océans, je commence à devenir bon dans les milieux polaires, et en fait, je me rends compte qu'il y a tout un écosystème que je peux bâtir, que je bâtis, et où je me dis que je peux aussi faire la différence. Parce que partir à l'aventure, tout le monde peut partir à l'aventure, gagner sa vie de l'aventure, tout le monde ne peut pas le faire, je pense. Et aujourd'hui, c'est pas de l'ego mal placé ou de la prétention de dire que je gagne extrêmement bien ma vie, parce que j'en ai quand même bien chié pour en arriver là. Tu gagnes bien ta vie maintenant ? Très bien ma vie. T'es fier de toi ? Je suis assez fier de moi. Mais effectivement, c'est un métier qui est très difficile à plein de niveaux différents. C'est un métier qui est difficile socialement, puisque je passe beaucoup de temps seul, en train de m'entraîner, donc j'ai pas spécialement de vie sociale, mais en même temps ça me convient. Je suis loin de mes enfants, donc comment je réussis à allier ma vie de papa avec ma vie d'aventurier ? C'est des projets qu'il faut financer et qui coûtent de plus en plus d'argent, parce que plus tu évolues dans le système et plus tu as des ambitions, et plus tu te dis j'adorerais faire un film d'1h30 avec un super mec, un réalisateur, avec de la bande son de fou, et tout coûte plus d'argent. C'est pas spécialement que tu vas en gagner plus, c'est juste que moi, j'ai envie de mieux faire le travail que je fais. Et j'ai envie d'expérimenter des choses qui sont à ma portée, mais pour lesquelles j'étais pas prédestiné. Je veux dire, oui, ok, j'aurais pu être maçon toute ma vie. Est-ce que j'aurais pu être un aventurier ? Ça, je sais pas. Est-ce que j'aurais pu être un très bon businessman ? Ça, je sais pas non plus. Mais le fait que des portes s'ouvrent avec ce temps me permet d'arriver, comme l'année dernière, comme cette expédition il y a 1 an et demi qui s'appelle Arctic Mission, qui était certainement une des expéditions les plus
extraordinaire de ma vie en tout point, que ce soit en termes de préparation, en termes financiers, en termes d'ambition sur les résultats et en termes de difficultés sportives sur le terrain à réaliser. Arctic Mission, c'est 77 jours seul en Arctique, proche du pôle Nord, à réaliser 3500 km à ski kite en solitaire. Ça, c'est le défi sportif. L'ambition, c'était d'en faire un film, un petit documentaire, et la vie m'a mené dans un endroit où j'ai rencontré quelqu'un qui fait du cinéma et qui, en même temps, était en train de faire le deuil d'un ami très cher qu'il avait. Et moi, j'étais déjà en train dans le processus de faire le deuil de mon père de son vivant. Donc, Arctic Mission, je vais faire une grosse parenthèse sur ça, mais parce que ça a vraiment beaucoup d'importance, surtout actuellement dans ma vie, puisque c'est le moment où moi, je vais perdre mon père. Donc, c'est très dur, forcément. Mais c'est le moment où je rencontre cette personne qui est extraordinaire, qui elle-même a perdu son meilleur ami et qui a décidé de vivre son deuil d'une toute autre manière que moi, avec lequel je suis devenu ami aujourd'hui, mais qui au départ, rien ne nous unit. Mais cette connexion, cette rencontre, à un moment bien précis de nos vies, nous a menés tous les deux en Arctique. Lui, pour faire le deuil de son ami, et réaliser un film qui va aller au cinéma. Moi, pour faire le deuil de mon père, avec un petit documentaire sans prétention, mais avec une exploit sportif qui saura rassasier ma rage et ma violence. Et en fait, le deuil, c'est aussi ça. C'est long, le deuil. C'est comme le pardon. Ça prend du temps et on passe par plein d'étapes différentes. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi et Arctic Mission, c'est une mission qui a coûté 1 million d'euros. C'est certainement un film qui va aller dans toutes les salles de cinéma de France, en tout cas je l'espère, grâce à ces personnes qui sont des géants du cinéma et des personnes brillantes, extraordinaires et qui m'ont donné l'opportunité d'aller dans un endroit qui me fascinait. C'est un livre qui sortira en 2025 et c'est tout un écosystème, puisqu'on parlait de ça, de comment on fabrique aussi un modèle économique. Eh bien, une expédition, elle se finance par des partenaires avec de la dotation produits financière, des contreparties, et ensuite il y a tous les produits dérivés qu'on peut en faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ma force, elle est évidemment dans le commerce, mais dans le multicanal. Ça veut dire qu'avec une seule expédition, je vais faire plein de produits dérivés qui vont me permettre de gagner ma vie. Des conférences, je fais très peu de conférences à l'année, mais j'en donne quelques-unes. J'écris un livre, donc c'est un écosystème pareil. Et après, il y a tout le financement pur et dur en tant qu'athlète. On décide de prendre Louri parce qu'il représente nos valeurs en tant que marque. Et du coup, ça nous intéresse qu'ils soient ambassadeurs de la marque. Et donc, en fait, ces écosystèmes-là réunis te font aller dans des univers. Après, tu vas faire un peu de télé. Cette année, j'ai eu la chance de faire de la TV, d'être présentateur maintenant. Donc, j'ai présenté une super émission qui sortira en début d'année prochaine. J'ai eu l'opportunité d'aller dans le cinéma. Et donc, du coup, on agrandit le panel de choses, mais pas spécialement, encore une fois, pour le business. C'est juste que les opportunités financières sont présentes et c'est intéressant. Et moi, ça me passionne, mais c'est pas ma motivation première. Et c'est surtout qu'en fait, pour moi, c'est pas un business. C'est un business parce que je vais réussir à en faire quelque chose, mais Arctic Mission, c'est encore une fois 100% égoïste. C'est mon deuil. C'est ma façon de vivre le deuil. C'est mon essai de faire quelque chose pour certaines personnes. C'est croiser des mondes pour essayer de faire passer des messages. Et aujourd'hui, ça me touche profondément parce que je suis en train de finir mon petit documentaire qui fait 35 minutes. Et en fait, je me rends compte que mon documentaire, c'est plus du tout un documentaire de sport. C'est un documentaire où je parle à mon père. Et où je lui fais honneur. Et où c'est ma manière à moi de lui rendre hommage. Évidemment, je vais pas être plus bête qu'un autre. Si je peux réussir à avoir une économie autour de ça, je vais le faire. Mais en tout cas, ça sera jamais ma motivation première. Et c'est cet ADN que je veux jamais perdre. Et c'est très difficile, pour refaire cette petite parenthèse, de trouver le bon partenaire qui va comprendre qu'il y a de l'humain profond derrière ce que je fais et pas juste faire des vues et gagner des centaines de milliers d'euros. Ça n'a pas de valeur. Et
Aujourd'hui, on est dans un univers où on dénature considérablement les choses qui sont censées être extraordinaires. Qui est-ce qui explique la valeur de ton ADN aux sponsors toi-même? C'est pour ça que tu n'as pas un manager ou il y a quelqu'un qui sait le faire à ta place parce qu'il a bien compris ça? Personne sait mieux faire que moi ce que je sais faire. Pourquoi? Parce que déjà, moi, tu peux me proposer la somme que tu veux, ça n'aura jamais de valeur si derrière je ressens pas quelque chose qui m'anime. Je pourrai jamais travailler correctement juste pour de l'argent. Si ton produit ne m'intéresse pas, si je sens pas qu'il y a une histoire personnelle qui m'anime, mais je vais pas le faire. C'est comme ce podcast aujourd'hui. Si je suis venu, c'est parce que j'ai été intrigué, c'est parce que il y a quelque chose de fond. Que t'as senti. Exactement. Alors que des podcasts, ça fait 1 an, j'en fais plus un seul. Et que je me suis refusé considérablement à ça. Et pourtant, là, on parle de tous les sujets de ma vie, les plus difficiles, les plus beaux, les plus extraordinaires, et on le fait avec une certaine facilité. Et ça, c'est incroyable. Mais ça n'est que d'une connexion particulière. Et pour avoir cette connexion, t'es obligé de te déplacer toi. En tout cas, pour moi. Non, mais je te comprends parfaitement. Et je dis pas que quelqu'un sera pas capable de gérer le contrat, voilà, mais il faut créer une affinité aussi avec les interlocuteurs que t'as. On n'est pas que de l'argent dans un sens comme dans l'autre. Ils le donnent, moi je le reçois. Ok, j'ai une valeur monétaire sur le marché, mais est-ce que vraiment c'est tout ce qui compte? Non. Ce qui compte, c'est, je suis parent de 2 petites filles. Vous êtes venu me chercher parce que je suis papa, mais aussi aventurier. Comment on va réussir à combiner? Comment on va faire passer les bons messages en parlant d'écologie, d'éducation, d'introspection, de sport, de nature? Et ça, on peut pas le faire si on n'a pas bien compris les messages que l'interlocuteur en face de nous voulait nous transmettre et que nous, on l'a pas entendu correctement. Et en plus de ça, mon agent ou mon manager, son travail, c'est de vendre. Pas moi. Ouais, mais vous êtes une équipe. Quand toi tu parles avec le client, tu mets la foi et le cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, j'avais une conversation c'était hier, je suis arrivé ici, j'avais une réunion, j'avais un meeting, et donc je cherche une agence pour de vrai. Je cherche une agence qui va m'accompagner sur les réseaux sociaux, sur plein de choses, parce que là j'ai des grosses actualités qui vont arriver, et en fait je suis en train de passer à côté. Je sens que je vais me fermer du business. D'accord. Et ce qui est dommage, parce que je vais avoir une énorme visibilité sur des chaînes de TV, sur du Cinoche, plein de choses. Donc je me dis, je vais pas être plus bête qu'un autre et tout, mais il faut que je trouve la bonne personne. Et donc on discute et tout, et puis en face c'est des gens qui veulent faire du business, forcément, c'est leur ADN. Donc comment on va réussir à faire des formats putaclic pour que patati patata et tout. Alors moi déjà ça marche pas du tout. La première des choses, je veux dire, je me considère comme un produit, il y a aucun souci. Néanmoins, je veux qu'on me markete correctement à l'image de qui je suis. Sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, la personne avec laquelle je travaille, elle dit Loury, c'est ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à convertir un maximum de conférences. Non. Moi, j'ai pas envie de faire 200 conférences à l'année. Et ça, en fait, personne sera capable de le dire mieux que toi. La personne en face de toi, son travail, c'est de te faire rapporter de l'argent et donc de te vendre. Et elle va savoir quand même qu'il y a certaines limites, et évidemment. Mais je crois qu'il faut être très fort quant à sa croyance personnelle, de savoir où c'est que tu veux aller. Et à partir du moment où tu sais que tu veux aller, les gens vont suivre. Et il y a plein de moments où je me suis retrouvé dans des situations où les gens m'ont dit « Ah ben non, ça c'est pas possible, Loury. Non, c'est impossible. » J'ai dit « Si. Non. » Et pourtant si. Parce que je crois pas en cette histoire de destin. Moi, je crois qu'à un moment donné, c'est du travail. Juste du travail, de la persévérance et de la détermination. Et à partir de là, tu peux tout avoir. Et c'est ce que j'inculque à mes filles. J'en ai une qui est super douée à l'école, la toute petite, qui a des facilités mais incroyables. Et la grande, elle est en retard tout le temps. Et presque, elles ont le même niveau alors qu'elles ont 18 mois d'écart. Et on parle souvent. Et on parle sur la vie, sur nos échanges, l'éducation et tout. Et je leur dis, moi, mes enfants, je vous le dis, dans la vie, tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu veux. Si demain, tu as décidé d'être pompier, tu seras pompier. Si demain, tu as décidé d'être professeur, tu seras professeur. N'écoute personne, et je suis persuadé. La seule chose que la négation, la non-croyance d'autrui et des autres peut faire, c'est donner du jus pour leur donner tort. Mais tu peux être qui tu veux, et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut avec les réseaux, avec la création de contenu, on peut devenir qui on veut. Ce qu'il faut, c'est pas s'oublier et pas perdre l'ADN de d'où on vient
et du message qu'on a envie de faire passer, et surtout du message qu'on laissera. Quand tu me parlais des 200 conférences, je pensais à la valeur du temps. Ouais. Et je pensais à tes filles. Ouais. Et donc, je voudrais parler d'amour, mais d'abord, on va parler d'amour du côté de tes deux filles. Et je voulais savoir la valeur du temps. Tu m'as dit, il y a eu des moments, des années, où je suis parti pour 8 mois par an. Et tu as expliqué en pré-interview que tu voulais leur parler au téléphone. Elles étaient un peu contrariées, elles souffraient. Leur façon de montrer leur souffrance, c'était de ne pas te parler. Ouais. Quand tu rentrais à la maison, il fallait du temps pour se rapprocher à elles. Elle voulait même pas que je les touche des fois. Ça a été très violent. Elle voulait pas que je les prenne dans les bras. Surtout la grande, elle a pas compris. C'est une fille qui est très émotive. Alors c'est extraordinaire évidemment, puisque moi qui étais dans le déni face à mes émotions pendant pratiquement 35 ans, je me retrouve avec la mère de mes enfants qui est ultra émotive et ma première fille qui est dans une émotivité incontrôlable. C'est-à-dire qu'elle voit passer un nuage dans le ciel, elle se met à pleurer parce qu'elle trouve ça beau. Et alors ça c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, encore une fois, petite parenthèse, mais c'est extraordinaire au niveau de l'évolution. Mais effectivement, c'est difficile à gérer, qui plus est dans une situation où ton papa s'en va. Toi, tout ce que tu veux, c'est que ton papa soit là. Mais moi, j'ai eu, encore une fois, une croyance. Si tu crois pas en ce que tu fais et que tu sais pas où tu vas aller, tu seras pas capable de tenir tête aux gens qui t'entourent. Et tôt ou tard, tu vas abandonner tes rêves. Comment est ton rapport avec elle maintenant? Combien de temps tu t'absentes chaque année? J'ai beaucoup appris, on va pas se mentir. C'est vrai que les premières années, c'était très difficile. Mais l'évolution aussi permet certaines choses. Le fait d'avoir des sponsors permet au fait que ma famille peut me rejoindre. Sur les programmes TV maintenant. Pendant leurs vacances, ou elle renonce aussi un peu à l'école? Non, là, je m'en fous moi de ça. Ah non, mais je m'en fous royalement. Il y a pas de les meilleures choses que tu peux apprendre à tes enfants, c'est l'école de la vie pour moi. C'est très bien, hein, il faut apprendre des maths et de l'anglais, et elles vont dans le système d'éducation nationale, il n'y a pas de souci chez nous. Mais par contre, moi, je m'en fous complètement. Et j'en suis la preuve, c'est que c'est pas parce que j'ai été bon à l'école que je suis devenu quelqu'un d'épanoui. Je parle même pas de réussite, je parle d'épanouissement personnel. Donc, je les sors quand j'en ai envie. Et surtout, j'ai essayé plein de choses. En tant que parent, en tant que jeune parent, d'abord, je me suis confronté à la frustration. Ça a été très difficile. Il a fallu que je comprenne. Il a fallu que je mette en place plein de choses différentes pour essayer de pallier à ces problématiques de temps. Moi, le temps a régi toute ma vie. Et depuis Arctic Mission, ma dernière expédition, j'ai une autre vision, mais le temps a régi ma vie. Mon temps, pour moi, il est compté. Donc, j'ai pas du tout de temps à donner dans les choses qui vont pas m'apporter à un moment donné ou à un autre, ni en des personnes en lesquelles je vais perdre mon temps et qui va passer entre mes mains. Donc tout est régi pour ça. Et c'est pour ça que mon égoïsme est assez fort, mais qu'en même temps, ma relation avec mes enfants est très puissante. Parce que, je le dis souvent, mais je vois pas en quoi un père de famille qui travaille 60 heures par semaine, qui se lève avant ses enfants et qui rentre après que ses enfants soient couchés, et qui le week-end n'a pas envie de travailler parce qu'il a envie de se reposer, est un meilleur papa que moi. Ça, je comprends pas. Donc c'est juste qu'en fait, on a un schéma ancestral où le papa est à la maison, on ne sait pas vraiment. La maman est à la maison pour éduquer les enfants et le papa travaille. Mais tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, moi, je suis papa et aventurier. Et quand je suis pas aventurier, je suis papa à plein temps. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne personne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un équilibre parfait entre la vie professionnelle et ma vie de parent qui fonctionne. Je pars. Moi, j'adore partir pour plein de raisons différentes. La première, j'ai besoin de mon introspection. Avant, on avait du temps. On pouvait sortir un petit bouquin, à la rigueur, mais on partait se balader, on n'avait rien à faire, on n'avait pas de téléphone, et on pouvait rentrer dans une introspection profonde, et on pouvait se poser des vraies questions. Aujourd'hui, du temps, on n'en a plus pour ça. Pourquoi? Parce que tu allumes ta télé, parce que tu reçois un SMS, parce qu'il faut préparer à manger. Et qui, aujourd'hui, s'il ne suit pas une thérapie ou qui ne s'octroie pas, en fait, cette responsabilité d'être égoïste pour faire ce qu'il aime, qui pense à lui et qui rentre en introspection? Franchement, sans médisance aucune, plus personne rentre dans une introspection aujourd'hui. Très peu. Les gens qui ont compris ça, ou qui vont créer des moments pour aller se faire chercher
dans cette introspection, comme on est en train de le faire maintenant. Mais aujourd'hui, on prend plus le temps pour ça. Et donc, moi, j'ai besoin affreusement de partir avec mon égoïsme, me confronter aux éléments, me rappeler que j'ai une chance incroyable d'avoir un toit, de rencontrer, parce que il faut le dire, la nature, c'est l'humilité. C'est pas toi qui vas décider si tu vas traverser ce glacier ou si tu vas traverser cet océan. C'est la nature. Toi, tu n'es rien. Et donc, toutes ces choses, elles font de moi une meilleure personne. Et qui fait de moi quelqu'un d'épanoui. Et quand je rentre chez moi, je suis un meilleur père, je suis un meilleur fils, je suis un meilleur frère et je suis un meilleur ami. Si tu m'enlèves ça, si tu m'enlèves cette chose dont j'ai besoin, cette motivation, ce fuel que j'ai besoin dans la vie, je serai aigri et je serai con. Et ça, mon entourage a réussi à le comprendre. Et mes filles. Et moi, à contrario, j'ai travaillé dans l'autre sens. Ça veut dire, j'ai dit, ok, je pars beaucoup, donc comment on va faire? J'ai commencé à faire des petites vidéos que j'enregistrais, une vidéo par jour. C'est papa, je suis avec vous les filles. Je leur ai ramené des choses. J'ai commencé à écrire mon premier bouquin où j'ai mis beaucoup d'images dedans parce que je voulais que ce soit un bouquin pour les grands et les petits et qu'on puisse lire les expéditions de papa, qu'on puisse comprendre. Et je l'ai dédié à mes 2 enfants, mon premier bouquin où il y a marqué à mes 2 filles, Pita et Ellie, parce que c'est aussi grâce à elles que j'ai envie de rentrer à la maison. Elles sont ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. La force, c'est de me battre corps et âme pour rentrer à la maison. Et ma plus grande faiblesse, parce qu'évidemment, j'ai envie d'abandonner pour rentrer plutôt chez moi. Et donc, il y a un vrai dilemme au milieu de tout ça, mais qui est passionnant et qui est très intéressant. Et les filles l'ont compris petit à petit. Et on a commencé, avec mon père, à partir faire du bateau, à voir des dauphins, des baleines, à partir à la montagne, à aller faire des bonhommes de neige. Et quand j'ai commencé à leur inculquer une éducation via la nature, elles ont compris plein de choses. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi, puisque par exemple, une fois, mes filles, elles aiment bien passer du temps sous la douche. Moi, ça me révolte, la consommation de l'eau, par exemple. Et même si je suis pas le premier de la classe, parce que je prends des avions, et que je suis quelqu'un qui est certainement réprimandable, ça, y a pas de souci, je suis quand même quelqu'un d'appliqué dans mon quotidien, et je pense que 80% du travail, il se fait pas avec les avions que tu prends, mais il se fait avec ta façon de vivre. Avec ta façon de manger, avec qu'est-ce que tu vas manger, avec qu'est-ce que tu vas consommer comme eau, comment tu vas traiter des déchets et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien. C'est facile de pas prendre des avions. Par contre, c'est difficile de s'imposer un cadre de vie avec une certaine régularité à laquelle tu peux pas échapper. Et ça, pour moi, c'est la vraie éducation. Et mes filles, elles comprenaient pas cette histoire de consommation d'eau. Du coup, je me suis dit, en même temps, le rôle de parent, c'est quoi? C'est toujours répéter la même chose pour que ça rentre une fois dans la tête. Je me suis dit, je vais changer en fait. Qu'est-ce que m'apporte mon travail que je peux leur offrir pour qu'elles comprennent? J'ai monté une expédition avec mes 2 enfants et on est parti au Maroc. C'est à côté de chez nous, finalement, le Maroc. C'est 2h30 d'avion. Et on avait rassemblé plein de combinaisons. Moi, j'habite dans un endroit, à Biarritz, où il y a plein de surf. Donc on a récupéré plein de matériel et on l'a emmené là-bas. Et on a fait la tournée de plein d'écoles pour leur offrir des combinaisons, pour leur offrir des planches de surf et les sensibiliser sur les déchets, sur le cycle de l'eau qui est un peu, qui est quand même un gros problème dans les endroits qui sont un peu en sous-développement et ils en ont rien à faire des ordures et tout ça. Et là, choc. Ouais. Pour elle, évidemment. Le choc pour elle. Un jour, elle voit une petite fille qui, à leur âge, en train de faire la manche dans la rue. Et je lui dis, t'as qu'à essayer d'aller parler avec elle pour comprendre ce qu'elle veut, en fait, pourquoi elle est là et tout ça. Parce que moi, je peux te l'expliquer, mais ça va pas marcher. Et donc, elle revient me voir et elle me dit, elle aimerait bien se payer une bouteille d'eau. Est-ce que moi, concrètement, j'ai besoin de dire quelque chose? Non. Quand je rentre dans la salle de bain, j'ai pas besoin de parler. Et en fait, cette éducation, je dis pas que c'est la bonne. Mais de toute évidence, on a besoin d'être inspiré, on a besoin qu'on nous montre un certain exemple pour pouvoir l'accomplir. C'est bien beau de nous répéter 15 fois, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Je suis très bien placé pour le savoir que ça marche pas. Et en plus de ça, ça attise ma curiosité de savoir pourquoi. Donc, j'éduque mes enfants de cette manière-là, et on en est arrivé à un tel point dans notre relation que en mai dernier,
mes 2 filles, je les ai emmenées traverser le plus grand désert de sel du monde, en totale autonomie, tous les 3, ensemble. Pourquoi ce désert est un désert? Pourquoi on doit marcher pour atteindre un objectif? Pourquoi on a moins d'air à 3700 mètres d'altitude? Pourquoi on est traversé par des émotions extraordinaires quand on a le temps? Et moi, je crois pas qu'une seule seconde, qu'une heure d'école puisse apprendre ça. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Mais je pense que l'éducation alternative, elle est sur cette discussion qu'on a depuis le départ, qui est pour qui je mets mon temps au service. À quelle personne je vais donner mon temps et dans quelles conditions cette personne-là va pouvoir s'accomplir à travers le temps que je vais lui octroyer. En parlant de personne, on va de l'autre côté de l'amour, dans l'autre moitié de l'amour. Comment ça se passe avec la maman de tes enfants? C'est toujours ta moitié de vie? Non. Ok. J'ai passé 10 ans avec la mère de mes enfants, donc le schéma, on l'a abordé tout à l'heure. J'ai été fou amoureux quand j'étais un jeune garçon. J'avais 16 ans. Je suis tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Maud Larquier, qui était la personne qui a régi considérablement toute ma vie en amour sur les difficultés, l'impossibilité d'avoir quelque chose, la peur de se faire quitter, donc qui a régi considérablement l'univers de l'amour pour moi. J'ai passé 10 ans à essayer de lui faire comprendre. Évidemment, j'ai eu des relations pendant ce temps-là, mais j'ai toujours été amoureux que d'une seule personne. Pendant près de 10 ans de ma vie, j'ai essayé de la retrouver où qu'elle soit dans le monde, pour lui dire que c'était elle que j'aimais et que c'était pas une simple histoire de jeunesse. Et pendant 10 ans, elle m'a dit non. Et et à un moment donné, ma foi s'est éteinte. Et j'ai rencontré la mère de mes enfants, que j'ai aimée passionnément. Pas de la même manière, mais je l'ai aimée passionnément. Et j'ai eu 2 enfants avec elle, 2 magnifiques filles que nous éduquons encore aujourd'hui. Et puis, les différences, plein de paramètres ont fait que nous nous sommes moins aimés. Les premiers, c'est évidemment qu'elle est devenue mère et qu'elle n'a pas su gérer, je pense, son amour pour ses enfants avec l'amour pour quelqu'un d'autre. Ça a été très difficile. Évidemment, ça a été croisé à mes nombreuses absences et toutes les difficultés que ça représente. De laisser partir quelqu'un sans savoir s'il va revenir, c'est quand même un cas de stress assez constant. Et puis, tout simplement parce que elle est très casanière et que moi, j'étais très aventurier. Et donc, ces choses-là ont fait finir par ne pas marcher. Et on s'est regardé, on est passé par plein d'étapes différentes. Entre-temps, j'ai réessayé d'avoir une connexion avec mon amour de jeunesse, mais le fait que je sois en séparation, en fin de relation avec la mère de mes enfants n'a pas du tout fonctionné. Et moi, j'avais vraiment une volonté, c'était de terminer cette relation d'une bonne manière. Parce que tout comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. Et bien, on a... là, en l'occurrence, qu'une maman pour mes enfants. Et donc, je vais pas la réinventer, cette personne. Donc, en fait, j'avais pas envie qu'ils empathissent. Les filles, j'avais pas envie qu'elles empathissent. Et on a été très intelligents, tous les deux. Et on s'est dit, écoute, on se quitte pas parce qu'on se déteste, voilà, mais on s'aime moins, on s'aime plus comme il faut. Mais par contre, on est parents. Hein. Évidemment, on est passé par plein de phases qui étaient plus difficiles que ça. Je le raconte avec une certaine légèreté, mais on s'est fait un peu de mal et tout. Mais ça a jamais duré, puisqu'au bout de 6 mois, on a réussi à rééduquer nos enfants ensemble. Et aujourd'hui, on habite dans des maisons séparées, dans la même ville, à 5 minutes. Et parfois, je rentre chez moi et elle peut être en train de discuter avec ma fiancée dans mon salon, parce que, en fait, c'est ça l'écosystème dans lequel j'évolue, sans honte. Je le dis. Pourquoi il devrait y avoir de l'animosité? Pourquoi il devrait y avoir de la rancœur? Pourquoi il devrait y avoir des mauvais sentiments alors que les choses peuvent bien se passer? Et tout le monde a œuvré pour ça, pas que moi. Ces femmes incroyables qui sont les femmes de ma vie aussi ont œuvré pour ça. Et il y a pas c'est pas du multi-amour, ou c'est pas quelque chose qui est mal. C'est quelque chose qui est juste, je trouve, juste normal de continuer à aimer une personne avec laquelle tu as créé la vie pendant un certain temps et avec laquelle tu es resté pendant 10 ans. En aucun cas, j'avais envie de l'effacer de mon existence. Mais par contre, j'avais pas envie non plus de pas laisser place à l'amour dans ma vie. Et donc, quand on a fini de se séparer, je suis reparti voir mon amour de jeunesse
20 ans plus tard. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je te le dis, bah c'est la dernière fois que je serai devant toi. C'est la dernière fois que je te dirai que t'es la femme de ma vie. Et on s'est mis ensemble. Et l'année passée, je l'ai demandé en fiançailles. Et en fait, c'est extraordinaire parce que même si c'est arrivé à retardement, clairement, c'est l'amour de ma vie, quoi. Et c'est... Encore une fois, c'est incroyable comme il faut se battre pour avoir quelque chose dans la vie. Quand tu l'as et que tu sais pourquoi tu le voulais et que tu étais persuadé que c'était la bonne personne ou la bonne chose, bah, ça n'a pas de mots. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je vis, et je le dis sans honte, bah, j'ai besoin de rien de plus, quoi. Je suis épanoui dans ma vie. Je suis heureux, j'ai 2 enfants extraordinaires. J'ai une femme que j'aime. Je m'entends bien avec la mère de mes enfants. Et ma famille est à mes côtés dans tout ce que j'entreprends. Je suis un homme comblé. Et tu m'as anticipé sur ma dernière question, et on a terminé. Elle paraît simple parce que c'est comment ça va, comment vas-tu, mais comment vas-tu, ça veut dire maintenant, le bilan de ta vie, comment vas-tu? C'est une question qui me touche beaucoup parce que c'est dur. Moi qui ai consommé le temps, en fait, d'une certaine manière très, très chronophage, où j'avais toujours envie de faire des choses tout le temps, j'ai peut-être pas su profiter des choses qui étaient simples et qui étaient à ma portée, et qui étaient là. Et le fait d'avoir perdu mon père, d'avoir perdu un être cher, m'a mis dans un climat d'inconfort. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de faire encore plus abstraction sur le fait que chaque seconde est importante. Et j'avoue, ça m'handicape aussi dans mon quotidien, d'avoir des pensées où je me dis que tout ça va avoir une fin, qu'est-ce que je vais laisser. Et je suis un petit peu parasité par cette mort, en fait, qui est toujours très présente dans ma vie et qui m'a aussi fait perdre confiance en mon corps à plein de moments différents. Donc, pour être très franc, je dirais que ça va bien, mais que ça va mal. Qu'il faut pas avoir peur de souffrir. Qu'il faut pas avoir peur de vivre le deuil dans lequel je suis. Et ce moment-là, présent, fait partie d'un long processus aussi pour moi, d'expression, de confidence, comme mon livre ou comme mon film, où je crois qu'il est très important de savoir prendre le temps de poser des mots sur des situations et des émotions. Merci Loé, on a terminé. Merci beaucoup. Merci.